Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2021. Bon débarras à elle. Et ça y est, on y arrive à la fin de l'année avec ses bilans et ses nouvelles résolutions. Et aujourd'hui, je te donne mon avis de pro du changement sur ces sujets d'actualité qui vont un peu de pair avec les changements d'année, quoi. Le contexte habituel d'une nouvelle résolution, c'est le suivant. En général, on fait un bilan à la fin de l'année écoulée, donc fin décembre. Ensuite, on prend des nouvelles résolutions pour l'année qui arrive, la nouvelle année. Et enfin, au 30 janvier, on se dit que ce sera pour l'année prochaine. Je rigole, mais je rigole presque pas. La plupart des gens ne tiennent pas leurs nouvelles résolutions. En fait, les nouvelles résolutions, c'est pas des conditions idéales pour que ça fonctionne, de les prendre en début d'année parce que tout le monde le fait ou parce qu'on a décidé que chaque début d'année, on allait prendre des nouvelles résolutions. Il y en a chez qui ça fonctionne, il y en a qui arrivent à se motiver grâce à ça, mais il y a aussi beaucoup de gens chez qui ça ne fonctionne pas. Donc on va reprendre les bases. Pour qu'un changement se maintienne dans le temps, il faut qu'on soit suffisamment motivé et engagé par rapport à ce changement-là, donc que le changement soit suffisamment sensé par rapport à notre manière de fonctionner, par rapport à notre quotidien, par rapport à nos habitudes, mais aussi qu'il ait une symbolique particulière pour nous. Il faut qu'il soit réalisable à la fois d'un point de vue objectif que d'un point de vue personnel, donc qu'il soit réalisable et réaliste d'un point de vue objectif, mais aussi d'un point de vue personnel, c'est-à-dire qu'il soit compatible avec nos fonctionnements, avec nos habitudes, avec nos compétences. Ça, c'est des critères qui rentrent en ligne de compte, évidemment. On imagine que tu les as quand même un peu réfléchis avant de prendre ta résolution, mais sait-on jamais, ça vaut toujours la peine de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de situations où on se met dans des auto-sabotages et dans des trucs qui peuvent pas fonctionner. Et enfin, le dernier critère pour qu'un changement se maintienne dans le temps, c'est qu'il faut que ce soit ta priorité absolue. Au moins le temps de l'intégrer, au moins le temps d'en faire une habitude. Alors je vais pas te parler ici d'adopter ce comportement pendant 21 jours pour que ça devienne une habitude, parce qu'en fait c'est faux. C'est une croyance populaire qui sort d'un livre d'un chirurgien des années 60, donc absolument rien à voir avec la psychologie ou avec le fonctionnement du cerveau. Par contre, il y a bien une étude qui a été faite à ce sujet-là, mais cette étude des chercheurs du Collège universitaire de Londres, elle a démontré qu'il fallait entre 18 et 254 jours pour une moyenne de 66 jours. Donc si vraiment tu veux tenter cette théorie-là, je te conseille quand même de perdurer un peu plus que 21 jours. Ceci dit, moi mon message dans cet épisode, tu l'auras peut-être déjà un peu compris, c'est un peu l'inverse. C'est de te dire, ok, en fait on se décorrèle du temps et on arrête de se mettre la pression avec le temps parce que finalement ça peut faire plus de mal que de bien. Donc revenons à nos moutons. Je te disais donc qu'il fallait que tu sois suffisamment motivé et engagé, que ton objectif soit réalisable à la fois d'un point de vue personnel et d'un point de vue extérieur, et que ce soit ta priorité, au moins le temps de l'intégrer. En fait, en général, quand on se dit « Ok, je veux prendre une nouvelle habitude, etc. », on y pense bien en amont de la nouvelle année. Et donc, si tu ne passes pas à l'action à ce moment-là et que tu te dis « Ok, je vais reporter ça à la nouvelle année », et ben le problème c'est que tu perds deux choses, tu perds ta motivation parce que l'idée tu l'as eu bien avant et tu ne l'as pas fait, et puis tu perds le sens puisque quand t'arrives à la nouvelle année tu sais pas forcément pourquoi tu t'étais dit ce truc là, tu fais peut-être moins de connexion entre les choses, etc. Et donc en fait tu commences déjà à amoindrir ta motivation au départ. Donc si en plus l'idée c'est de répondre à l'injonction du nouvel an et que parce qu'il faut bien je vais prendre cette habitude, finalement ça sert plus à grand chose parce que t'as laissé cette impulsion passer et que tu t'es dit que t'allais attendre une échéance. Que ce soit celle du nouvel an, celle de l'alignement des planètes ou même lundi prochain, parce que évidemment on commence toujours tout lundi prochain. Mais en fait ça peut pas marcher comme ça. Il faut que le changement que tu vises il ait un sens pour toi et que tu sois encore suffisamment engagé dedans pour le faire perdurer au début surtout, puisque au début c'est là où c'est le plus difficile. Donc c'est quand t'as envie qu'il faut y aller, pas le lendemain ou 3 mois plus tard. Évidemment je parle pas de foncer la tête baissée, je parle de commencer à faire des démarches. Donc ça peut être par exemple de se renseigner sur comment on peut faire quelque chose, mais l'idée c'est pas juste d'attendre et de rester inactif. D'autant plus que si tu attends, tu perds du temps. Temps pendant lequel t'aurais pu ne pas atteindre ton objectif et donc refaire une tentative. Donc t'aurais pu déjà gagner de l'expérience et apprendre ce qui ne marche pas. Et d'ailleurs, si t'es du genre justement à abandonner rapidement après un échec, c'est probablement précisément parce que tu es en mode sprint au lieu d'essayer en boucle jusqu'à ce que ça fonctionne et que quand c'est le moment, tu te mets la pression pour que ça marche, alors que finalement, peut-être que si tu te mettais pas de deadline, t'aurais moins ce truc de « oh là là, si je réussis pas, alors c'est foutu ». En résumé, donc, attendre, c'est gaspiller ta motivation et tuer ton estime de toi, et ça, c'est pas cool. D'autant plus que le fait de rater et de se mettre la pression quand on rate, ça peut te faire penser que t'es pas capable, que c'est pas pour toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incompétence apprise.
L'idée crée de toutes pièces, du coup, par tes tentatives à répétition, que tu puisses ne pas être capable. Je sais pas si t'as déjà vu cette photo d'un cheval attaché à une chaise en plastique de terrasse, quoi. Le cheval, il bouge pas parce qu'il pense qu'il est pas capable de bouger parce qu'il est attaché. Ben là, c'est pareil, en fait. Tu te construis la croyance que tu ne peux pas y arriver parce que t'as déjà essayé plusieurs fois et que ça n'a pas marché. Alors que tu fais complètement abstraction de toutes les causes qui pourraient être externes, comme par exemple le manque de temps, le fait que tu te sois peut-être auto-saboté, le fait peut-être que t'avais pas les compétences, le fait que ça nécessitait plus d'entraînement que ce que tu avais cru, etc., etc. Donc pour ça, on a plusieurs astuces pour contrer cette idée qu'on n'est pas capable. Et la première, c'est évidemment d'avoir un état d'esprit de croissance plutôt que d'avoir un état d'esprit fixe. Un état d'esprit de croissance, c'est se mettre dans la tête qu'on est capable d'apprendre des choses, même si à l'instant T, on n'est pas capable de les concrétiser. Il y a aussi évidemment une méthode dont j'ai déjà parlé, qui est la méthode des médailles, qui te permet justement de freiner cette incompétence apprise en te fixant des objectifs que tu penses réalisables et des objectifs qui sont réellement challengeants et de taper au milieu, à savoir dans ta médaille de bronze, ce qui te permet d'apprendre à nuancer tes objectifs. L'idée à retenir dans tout ça, c'est que finalement, les nouvelles résolutions, c'est comme un marathon, c'est-à-dire que ça se prépare en amont, et pas que sur ton objectif ou sur ta résolution, mais aussi sur toi, comment tu perçois cet objectif. Je t'expliquais que le troisième ingrédient du changement, c'est en fait d'en faire une priorité, le temps de l'assimiler. Et ben pour maintenir cet engagement, souvent on a recours à une deadline, une échéance au terme de laquelle on aura concrétisé chaque étape qu'on aura prévue. Pour moi, c'est un petit peu plus subtil que ça. Alors, si on reprend l'exemple du marathon et du sprint, si l'idée c'est d'opérer un changement de vie pérenne et profond, de faire un marathon quoi, ce serait plus avisé d'y aller par étapes et de prendre le temps d'assimiler chaque étape, de se donner le temps de les assimiler et de les assimiler chacune avant de passer à la suivante, voire même de les greffer à des habitudes qui existent déjà. Ça, c'est un truc qui peut permettre de lutter contre le fait d'oublier son objectif, par exemple. À l'inverse, si l'idée c'est de faire une grosse action ou de concrétiser un gros travail, un gros projet, tu vas plutôt opter pour un sprint, c'est-à-dire là, pour le coup, avec des dates qui te permettent de te stimuler tout en avançant suffisamment, mais en restant suffisamment serein pour pas te retrouver paralysé par le stress. Donc ça, c'est plutôt pour les grosses tâches, les choses que tu dois faire de manière répétitive, qui sont pas forcément passionnantes et qui manquent un peu de sens, et qui va prendre beaucoup de temps. Dans tous les cas, il vaut mieux éviter les dates fixes de type tout ou rien, du style allez à telle date, je veux avoir arrêté de faire ça ou je veux avoir commencé de faire ça. Et de manière générale, de toute façon, il faut éviter de lier sa valeur personnelle, qui est quelque chose d'identitaire, à une action qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. On a le droit d'échouer aussi et on a le droit d'apprendre aussi. D'autre part, si tu veux poser absolument des dates et des échéances, alors il vaut mieux t'assurer que de ne pas les respecter ne te cassera pas. Donc en gros, prévoir que tu vas les louper et voir ce que ça fait dans ton corps et voir comment tu te sens avec ça. Mais par contre, il vaut mieux être sûr que tu te donnes les moyens et que tu ne vas pas t'auto-saboter. Et donc je te conseille, si tu as une tendance à l'auto-sabotage, de te faire accompagner parce qu'on voit pas nous-mêmes nos stratagèmes, mais franchement ça vaut le détour. Je te conseille aussi de laisser les échéances et les dates fixes aux problèmes moins émotionnels. Pour ce qui touche à ton affect, reste-en à ne pas te mettre la pression. Ça sert à rien parce que ce que tu veux dans des choses qui sont suffisamment importantes pour toi pour avoir de l'affect dedans, c'est que ce soit pérenne. Donc mesure ton enjeu, tempère-le et procède petit à petit. Et vraiment, vas-y par étapes et prends ton temps. Et puis si malgré tous mes conseils, tu t'éloignes de la résolution, n'attends pas non plus la fin de l'année pour faire un bilan. Regarde ce qui a marché, ce qui a pas marché, corrige, il faut trouver des nouvelles méthodes et repartir. Ou alors tu peux prendre contact avec moi pour que je t'aide à atteindre ton objectif. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le repartager en story, c'est ça qui aide le podcast à évoluer. Et puis je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je te dis à l'année prochaine et surtout, porte-toi bien. Ciao!